Bonjour à toutes et à tous. En fait, j'ai voulu, sur le thème de la construction, aujourd'hui, faire une réflexion confession. Autrement dit, depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans que je travaille sur le sujet, qu'est-ce que j'ai construit? C'est intéressant comme question, à un moment de s'interroger en disant est-ce que avec les entreprises où j'ai participé avec les entreprises à la construction de quelque chose de solide, un château fort qui va durer 100 ans, 1000 ans, est-ce que finalement la marque c'est que du storytelling? Donc c'est une histoire que j'ai construite ou que j'ai aidé les entreprises à construire, ou finalement, c'est rien. On construit temporairement quelque chose qui est, j'allais dire, du marketing, et qui va disparaître, et qui va disparaître aussi vite que finalement on a essayé de le construire. Et donc, j'ai pris ce thème de la construction pour partir en effet sur cette thématique et ce retour en arrière sur moi-même, parce que certes, ma carrière professionnelle, j'essaye de faire en sorte qu'elle continue, qu'elle ne s'arrête pas encore tout à fait. Enfin, il y a une bonne partie qui commence à être un petit peu derrière. Et donc, à partir de ça, c'est intéressant un petit peu de s'interroger là-dessus. Donc voilà. Est-ce que c'est une maison solide? Est-ce que c'est un beau roman? Est-ce que c'est un château de sable? Et finalement, quelles conséquences je peux en tirer de cette question? Alors, il y a plein de bouquins, vous en trouvez un ou deux qui est de l'autre côté. Et ma propre fonction et vocation est née d'une double formation. J'ai une double formation qui m'a amené à quelque chose qui est un peu, finalement, qui m'a amené à m'occuper des marques. Cette double formation, c'est à peu près au même niveau des lettres classiques et du marketing. Et donc, en fait, la vraie question, toute ma vie que je me suis posée, c'est comment lier deux parties du cerveau, la partie récit et la partie marketing qui est la partie chiffre. Et donc, toute ma vie, c'est comme ça que je suis arrivé sur les marques, et je vous en donnerai tout à l'heure en finale la définition non conventionnelle, et qui est liée à cette double formation et à ce double apport, et donc qui m'a amené en permanence à m'interroger, sachant que à 16 ans, comme beaucoup, je rêvais, et que je rêvais d'être un grand écrivain. Alors j'ai beaucoup écrit, mais j'ai l'impression que je suis pas vraiment reconnu comme un grand écrivain. Peut-être que ça viendra un jour. On sait que la postérité, quelquefois, arrive à renouer des fils qui étaient rompus pendant la vie du peintre ou de l'auteur. Je rappelle que avec beaucoup d'immodestie, que Van Gogh n'était pas vraiment reconnu de son vivant. Donc je garde encore quelques espérances, si vous voulez. Et donc, ça a été ma recherche initiale, finalement, de trouver des récits qui soient des récits intéressants, qui soient inspirants. Et puis le marketing m'a amené à la réalité, et je suis arrivé sur les marques, qui finalement sont des récits et des chiffres. La définition qui est aujourd'hui souvent admise dans le domaine universitaire et que j'ai proposé, qui est de dire la marque c'est quoi? Ça tient en 3 mots. Donc c'est simple, c'est un repère mental sur un marché. Que 3 mots. Et donc, les questions qu'on a à se poser, c'est un repère sur quel marché et c'est un repère de quelle idée globalement. Et dans l'esprit des gens, c'est finalement, c'est quel est le repère sur le marché et sur l'idée. Alors je vais vous donner 3 ou 4 exemples pour qu'on comprenne bien. Dans le marché de la cosmétique, donc dans le fait finalement, mesdames et nous messieurs maintenant, de pas trop vieillir ou que ça se voit pas trop, donc de la cosmétique, vous avez 2 grandes marques.
Vous avez L'Oréal et Yves Rocher, qui sont deux grandes marques d'essence françaises, d'origine française, si vous voulez, mais qui sont sur un repère mental extrêmement différent. Hein, le repère sur le marché, c'est la cosmétique, d'accord? Et le repère mental, il y en a un, L'Oréal, qui nous dit, nous, c'est la science, c'est la recherche scientifique. Et puis l'autre, Yves Rocher, qui nous dit, non, nous, c'est la nature. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait est à partir de nature, et L'Oréal nous dit, tout ce qu'on fait, nous, c'est à partir de 250 scientifiques qui cherchent en permanence et qui trouvent de nouvelles molécules. Et donc, on voit que le repère mental est très différent, même si c'est le même marché. Coca-Cola et Red Bull, là, je dirais, Coca nous dit c'est pour tout le monde, hein, c'est la vie quotidienne, c'est enjoy pour tout le monde, et Red Bull nous dit c'est les extrêmes. Et donc, on est, si vous voulez, à partir du même produit, hein, qui est une boisson soft drink sucrée. Hein, globalement, c'est le même type de produit, mais c'est deux approches différentes, c'est deux repères mentaux qui sont différents. Alors souvent, sur les lieux, c'est la même chose. L'île de Ré, ça permet de se reposer, mais avec beaucoup de calme. Et Saint-Tropez, ça permet de se reposer, mais avec beaucoup de fureur et beaucoup de bruit. Et quand on voit les marques comme Google et Wikipédia, les deux nous permettent d'avoir des informations entre guillemets gratuite, mais un est sur le modèle payant, c'est Google, et l'autre c'est sur le modèle plus ou moins universitaire, plus ou moins gratuit, qui est Wikipédia. Donc on voit que c'est finalement assez différent et que c'est assez intéressant de dire finalement que les marques fonctionnent souvent sur ce que j'appelle des oppositions binaires, enfin ce que Lévi-Strauss appelait des oppositions binaires, rendons au grand ce qui appartient au grand, et donc finalement que chaque repère mental, c'est une manière de survie en quelque sorte, hein, où chacun se dit finalement qu'est-ce qui me fait vivre et qu'est-ce qui me permet de survivre. Alors j'ai travaillé dans ma vie professionnelle, je dis souvent sur 400 ou 500 marques, je les ai pas toutes comptées, mais si vous voulez, il y a des très grandes marques, hein, du type L'Oréal dont je parlais, du type Samsung, du type Coca, etc. D'autres qui sont plus proches de nous, qui sont des marques d'hôtellerie comme Campanile Première Classe, Les Logis, Kyriade, dont je suis à l'origine du nom, si vous voulez. D'autres grandes marques comme Orange, d'autres qui sont plus dans le sensible, dans le vêtement, comme Caporal, Sidonie Larizzi, Eram, etc., si vous voulez. Et là-dessus, à partir de ça, j'ai essayé de regarder sur les 400 ou les 500 marques sur lesquelles j'ai travaillé, quelles sont celles qui finalement, dans un siècle, a priori, seront toujours là. Et donc, qui font une maison solide. Hein, globalement, cette espèce de château fort dont on parlait, pour répondre à la question qu'on a posée, si vous voulez, initialement. Donc, c'était vraiment cette première question qui était intéressante. Et puis, quelles sont celles qui sont des châteaux de sable, et puis celles qui resteront peut-être comme des récits à la sortie. Et actuellement, je travaille par exemple pour les vins de la vallée de la Loire, hein, les vins de Loire, si vous voulez, qui vont de l'Atlantique jusqu'à Roanne, hein, de ce qu'on appelle la Loire Atlantique, la Loire historique, hein, les grands châteaux, et puis la Loire volcanique, hein, globalement le Forez, etc. On essaye de réfléchir quelle est l'identité des vignerons et des vins, si vous voulez, qui sont donnés. Donc, mais j'ai travaillé également pour des vins du Côte-du-Rhône et on en dira un mot tout à l'heure. Alors, la première chose, en effet, c'est que on peut se dire, a priori, qu'une marque est grande quand elle prouve, quand elle apporte quelque chose avec une preuve qui est solide. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on voit, si vous voulez, que par exemple dans le redressement de certaines marques auxquelles j'ai participé, comme les Logis ou la création de Kyriade ou etc., eh bien, la réussite s'est toujours faite, mais toujours, parce que les directeurs marketing, les directeurs de la marque ont apporté quelque chose qui était particulièrement solide. Et en particulier, si vous voulez, sur les Logis, ça a été de classifier
des cheminées pour les restaurants, etc. Si vous voulez, de dire c'est non seulement la grandeur de la pièce, mais c'est de travailler beaucoup sur les matelas, sur la qualité des matelas, sur la qualité des repas qui sont servis, etc., sur quelque chose qui est assez solide. J'ai travaillé également pour ma première expérience de marque, et la plus marquante pour moi sans doute, c'est les laboratoires Boiron. Laboratoire Boiron, intéressant, leader mondial de l'homéopathie, donc sur, je dirais, des thérapies qui viennent du 19e siècle d'un chercheur allemand qui s'appelle Hahnemann, si vous voulez, et ces granules qui permettent a priori de soigner, si vous voulez, pas mal de thérapies, pas mal de maladies, etc. Et j'ai travaillé également pour Biafine, qui m'a beaucoup marqué, si vous voulez, dans ma carrière. Et dans les deux cas, c'est intéressant, on n'arrive pas à apporter des preuves scientifiques. Sur Biafine, les uns les autres, on utilise, quand on se brûle, on dit ça marche. Eh bien, les plus grands scientifiques ont travaillé dessus et n'ont pas trouvé, dans les 26 ingrédients dans lesquels il y a dans la Biafine, si vous voulez, un ingrédient majeur dont on puisse dire c'est la molécule qui fait le boulot. Globalement, et c'est ce qu'on appelle en médecine le service médical rendu, si vous voulez, ce qui a amené progressivement à dérembourser Biafine, et qui était assez intéressant. Mais derrière cette affaire de Biafine, où on se dit, si c'est pas solide, ça va pas durer, les gens qui ont racheté la marque et le laboratoire, qui sont pas des rigolos, c'est Johnson & Johnson, et qui ont payé pour la marque 2 fois le prix de l'entreprise, eh bien, ces gens-là se sont appuyés sur une étude qu'on avait menée en disant, derrière Biafine, il y a une idée dans la tête des gens, qui est la brûlure, qui est le solaire, et donc il y a un petit marché, qui est le marché de la brûlure, mais un très gros marché, qui est celui du solaire. Et c'est ce qui est en train d'être développé. Donc, si vous voulez, derrière quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à prouver, il y a une idée qui est dans la tête des gens, et là, les gens arrivent à le prouver. Alors, je vous ai mis le logo Multivac, que vous connaissez sans doute pas, qui est le leader mondial des machines de sous-vide. Et donc, quand vous achetez, je sais pas, des tranches de jambon sous vide, c'est eux, si vous voulez, qui font les machines pour mettre sous vide, puisque faut bien qu'il y ait des machines, si vous voulez, qui font ça. Et c'est les leaders mondiaux, ils ont des machines extrêmement sophistiquées, extrêmement solides et qui sont reconnues au niveau mondial. Et ce qui fait que cette entreprise qui est aujourd'hui à 70 ans, elle continue et qu'elle est toujours le leader mondial. Donc, premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler un élément transactionnel. C'est du solide. Mais des fois, c'est pas du solide non plus, mais ça marche aussi, et j'ai essayé de le montrer sur Biafine. Deuxième élément, c'est de se dire, mais derrière, finalement, c'est peut-être pas toujours du solide, mais il y a une idée et une image et une histoire qui durent depuis très longtemps. C'est les rosés de Provence. Le vin de Provence, si vous voulez, globalement, depuis les Phéniciens, il y a de la vigne en Provence, et depuis les Phéniciens, on fait du vin en Provence, si vous voulez. Eh bien, un vin de Provence, un rosé de Provence, etc., si vous voulez, est devenu en quelque sorte une marque qui s'exporte très bien, de telle sorte qu'ils ont même pas assez de volume aujourd'hui pour arriver à couvrir, si vous voulez, toutes les demandes. Donc le prix augmente et on paye notre rosé en été de plus en plus cher parce qu'ils n'arrivent pas à produire, si vous voulez, tout ce qu'ils font. Et donc, c'est cette idée d'histoire, si vous voulez, qui est assez intéressante, et Coca est un peu fondé là-dessus. Ça a été créé par un pharmacien en 1850 et des poussières, et c'est assez intéressant. Alors depuis, ils ont oublié le côté pharmacie. Au début, c'était vendu en pharmacie, un petit peu, si vous voulez, ils ont un peu oublié ça, mais aujourd'hui, c'est devenu la boisson, je dirais, un peu générationnelle, mais génération après génération, ce qui est toujours assez intéressant. Les logis, toujours, sont nés de
la petite hôtellerie dans les villages après la Deuxième Guerre mondiale et qui sont regroupés sous une marque et qui ont fait que finalement ça a fixé un peu du tourisme dans les villages, dans les bourgs si vous voulez, et c'est souvent le meilleur restaurateur du coin. Alors si cet été vous cherchez un endroit où manger, si vous voyez un logis, a priori regardez, vous avez toutes les chances de tomber sur un très bon restaurateur, pas toujours un très bon hôtel, mais souvent un très très bon restaurateur. Le troisième point, eh bien, c'est ce qui rejoint ce que sait très bien faire Anne-Flore, c'est de créer des communautés. Hein, et donc, c'est cette fonction dite relationnelle, si vous voulez. Et là, on se dit, une grande marque, c'est une marque qui a une grande communauté qui sait créer une relation. Donc, premier élément, une grande marque, c'est du solide. Hein, c'est quelque chose qu'on prouve. Deuxième élément, une grande marque, ça vient de finalement une histoire qui est assez longue et ça vient de loin. Troisième élément, c'est capable de créer une communauté. Alors, bon, il y a des contre-exemples, comme Ryanair, hein, où personne ne dit « Ah ouais, moi je fais partie de la communauté Ryanair ». Beaucoup de gens l'utilisent, mais enfin personne s'en vante parce que c'est pas top a priori, si vous voulez. Mais globalement, on peut pas dire que ce soit une petite marque non plus, on peut pas dire que ça marche pas, leur truc. Donc c'est le contre-exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples. Hein, on voit bien Apple, Samsung, si vous voulez, on est sur des communautés qui sont assez opposées. Une communauté Android et une communauté Apple qui sont assez opposées. On voit Orange, SFR, Bouygues, Free, si vous voulez, c'est des communautés qui sont assez opposées et qui sont paradoxalement assez stables. C'est-à-dire que finalement, les parts de marché entre les uns et les autres changent pas énormément, si vous voulez. Hein. Free est arrivé à tout bousculer, mais globalement, depuis, c'est assez stable et ça bouge finalement pas tant que ça. Et alors, j'ai travaillé par exemple pour les cuisines Schmitt. Et alors, on s'aperçoit que se créent de réelles communautés parce qu'acheter une cuisine, ça prend entre 3 mois et 6 mois. Hein, globalement, le temps qu'on fasse les plans, qu'on fasse le tour des différentes personnes. Donc, finalement, il y a une espèce d'amitié qui se fait entre le vendeur et le client, si vous voulez. Il y a une espèce de communauté parce que ça se co-construit en quelque sorte. Et alors, ce qui est intéressant, il y a 2 ans, juste avant le Covid, j'ai animé des groupes consommateurs pour la marque Gémeaux. Alors Gémeaux, pour moi, c'était un peu comme Ryanair, quoi. Hein. C'était pas cher et c'était pour les gosses et c'est bon, très bien. Eh ben, pas du tout. Les mamans nous disent, ah ben non, c'est hyper créatif, ça dure longtemps. Je peux faire passer du grand frère au petit frère. Finalement, c'est plutôt de bonne qualité. Et alors, elles en avaient presque des sanglots dans la voix. Et elles m'ont remercié d'avoir fait ces focus group pour les entendre, pour continuer de faire progresser, si vous voulez, le système Gémeaux. Donc, quelquefois, si vous voulez, on a des idées qu'on est uniquement transactionnelles, et ça va un petit peu au-delà. Donc, à partir de ça, finalement, de ces éléments, qu'est-ce que j'ai pu construire ? Est-ce que j'ai construit, en effet, des choses solides ? Alors, on peut dire les vins de Provence. A priori, je prends pas trop de risques. Alors, ce sera peut-être pas du rosé, hein, ce sera peut-être autre chose, mais que dans un siècle, ça existera toujours. L'Oréal, je pense que je prends pas trop de risques en disant qu'a priori, le besoin féminin et masculin étant fort, hein, sur l'esthétique, sur la beauté, sur le fait de plus avoir de rides, etc., que, a priori, je vois pas que la marque L'Oréal disparaisse, si vous voulez. Mais j'en sauve assez peu. Vous voyez, par exemple, une marque comme Orange, je suis pas sûr que dans un siècle, ça existe toujours. Alors, sans doute qu'il y aura plein de systèmes de communication, hein, quel qu'il soit, que ce soit dans le métavers ou que ce soit dans autre chose, mais globalement, est-ce que ça s'appellera toujours Orange? Est-ce que ça sera pas racheté par un grand Américain et que ça s'appellera autre chose ou par un Chinois, etc. Deuxième élément, finalement, est-ce que j'ai pas participé à construire des histoires? Alors, vous savez les uns les autres mon amour pour Madame Bovary et pour le mythe Bovary, si vous voulez. Moi qui voulais être écrivain au travers des marques, est-ce que j'ai pas participé à construire finalement de belles histoires? Alors, Powerade, c'est intéressant. À Powerade, si vous voulez, quand chez Coca, ils m'ont dit
on aimerait que tu nous aides à réfléchir sur Powerade. J'ai regardé, je dis, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous avez Red Bull qui existe. Eh bien, pas du tout. Ils ont bien trouvé leur place, finalement, sur un dépassement sportif, mais qui n'est pas un dépassement extrême, et avec un produit dont on va dire que c'est un bon équilibre, si vous voulez, pour faire un peu de sport, mais je suis pas sûr que finalement une bouteille d'eau fasse pas le boulot aussi bien. Mais j'ai pas tous les éléments, donc j'irai pas plus loin, si vous voulez, sur cet élément. Et alors, c'est intéressant, si vous voulez, c'est-à-dire que, voyez par exemple, les laboratoires Boiron ou Biafine dont on parlait tout à l'heure, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est un vrai message, c'est une vraie histoire que les gens se font. Ils se la racontent, comme je l'ai mis dans un de mes bouquins, si vous voulez, ils se la racontent en disant, il y a la médecine traditionnelle, il y a l'autre médecine. L'autre médecine, elle s'appelle Boiron, et je pense que Boiron, je suis plus en relation avec eux aujourd'hui, pourrait aller encore plus loin et sortir de l'homéopathie pour aller vers d'autres médecines douces, parce que la marque signifie complètement ça. Et comme Biafine, dont on parlait tout à l'heure, où aujourd'hui Johnson & Johnson est en train d'en faire, je dirais, chaque fois où ça brûle, ou ça peut brûler, en préventif, en curatif, si vous voulez, ils sont présents, ils sont en train de développer ça, et ça va faire une des très très grandes marques mondiales. Et donc, de beaux romans, de belles histoires, qu'on a longtemps à l'esprit et finalement qui nous marquent, globalement. Et alors, 2 jolis châteaux de sable, et là, qui risquent de s'écrouler. Alors, j'étais très fier, il y a une quinzaine d'années, de travailler pour Nouvelles Frontières, et donc qui ont été créés par Monsieur Maillot, pour ceux qui ont l'idée en tête, qui avait bousculé complètement le monde du voyage en faisant des voyages pas chers et en partant très loin, etc. Si vous voulez, c'était top, ce qu'il a fait. Mais globalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la marque, elle se traîne un peu, si vous voulez, elle était rachetée par TUI, qu'elle se traîne un peu. En plus, c'est un nom très français et qu'aujourd'hui, le monde du voyage est très international, si vous voulez. Et donc, je suis pas sûr que dans un siècle, Nouvelles Frontières existe toujours. Je ne suis pas sûr que Terroir d'Aronton existe toujours. Alors, Terroir d'Aronton, c'est extraordinaire. C'est les gens d'une coopérative qui s'appelle Ronera, qui est la grosse coopérative de Côte-du-Rhône, qui me font venir en disant, voilà, nos 3 présidents se sont réunis il y a 1 mois. Un s'appelle Danny, l'autre s'appelle Ronnie et l'autre s'appelle Tony, comme prénom, en tout cas, ils s'appellent comme ça entre eux. Et ils devaient créer une marque pour la grande distribution. Ils ont dit, Danny, Ronnie et Tony, on va faire d'Aronton. Et ils ont proposé ça aux vendeurs en disant, maintenant, voilà, vous cherchez un nom de marque, on l'a trouvé, maintenant, vous allez aller le vendre. Et les vendeurs, ils voulaient pas le vendre. Donc, ils m'ont fait venir en disant, est-ce que tu peux nous arranger le coup? Et j'ai travaillé là-dessus en disant, mais l'endroit où sont planter ces vins, qui sont Gigontas, Vaqueras, etc., Baume de Venise, c'est là où il y a 60 millions d'années, il y avait les derniers dinosaures. Et donc je suis parti sur l'idée donc de d'Aronton à Terroir d'Aronton, et donc qui était l'idée qui a été foulée, qui était la terre des dinosaures. Et d'un seul coup, les vendeurs ont accepté. Et ce vin, il se vend très bien. Alors, je suis pas sûr que ça dure quand même éternellement parce que j'ai eu de la part de Ronea, où je vais intervenir la semaine prochaine, leur nouveau, ce qu'ils appellent brand book, donc livre de marque, ou sur lequel ils sont passés de la marque à la gamme. Donc c'est en train déjà quasiment un petit peu de disparaître. J'ai travaillé pour les jeans Caporal, c'est intéressant, où ça a été des gens de Marseille qui ont créé ces jeans, si vous voulez, qui étaient, comme on dit, un peu kékés, c'est-à-dire qu'ils se la jouaient un petit peu. Et je suis pas sûr que ça dure éternellement. J'ai travaillé il y a très longtemps pour Sidonie Larizzi, qui a eu son heure de gloire comme créatrice, avec des chaussures qui étaient avec un côté très
très orientale, si vous voulez, et je suis pas sûr que ça dure. Eram, qui a été une très très belle idée de démocratisation de la chaussure à un certain moment, avec le slogan qui avait été inventé par Philippe Michel, donc par une agence de communication, qui disait « il faudrait être fou pour dépenser plus ». Je suis pas sûr qu'Eram soit là également dans un siècle, si vous voulez. Et donc, finalement, je travaillais quand même pour pas mal de marques où c'est un peu des châteaux de sable. Alors, finalement, qu'est-ce que je peux en sortir? Eh bien que finalement, ce que j'ai construit, c'est sans doute des histoires. Et j'ai sans doute participé à construire des histoires pour ces marques quand leur histoire était un peu faible. Mais alors, ces histoires, quand vous lisez ce qu'écrit Yuval Noah Harari, dans son livre « Sapiens », qui est ce best-seller mondial, si vous voulez, il nous dit « Les sapiens, nous, la seule chose qu'on a inventée, c'est le storytelling. C'est de se raconter des histoires. Et c'est de raconter des histoires qui permettent d'embarquer tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte l'histoire de l'humanité. On part tous d'Afrique. On remonte au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, qui c'est qui est là? C'est Néandertal. Et Néandertal, ils sont plus costauds. Ils sont chez eux. Et nous, sapiens, on arrive à les faire disparaître. Avec quelques mariages, maintenant on le sait, mais globalement, on arrive à les faire disparaître. Et Yuval et Harari disent, mais comment ça se fait? Et en fait, il dit, nous, là où Néandertal, c'était par petits groupes de 5, de 10 maximum, on est capable de mobiliser 200 personnes en disant, en se racontant une belle histoire, c'est la survie de l'humanité, etc., faut qu'on y aille. On le voit bien au travers des nations. Les nations, c'est quoi? C'est des stories, c'est des histoires, si vous voulez. Les religions également, si vous voulez. Et donc, il y a plein de choses qui sont comme ça, où on est capable d'embarquer 50 millions de personnes, 100 millions, 200 millions, 1 milliard de personnes, si vous voulez, derrière, finalement, c'est ça, un storytelling, quoi. Une histoire qui est racontée et qui nous marque, qui est assez émotionnelle et qui nous intéresse beaucoup. Et donc, en fait, moi, avec ma petite échelle, en aidant une marque à se construire une histoire solide, un peu universelle et qui passera le temps et qui passera, si vous voulez, les âges, eh bien finalement, peut-être que j'ai participé à deux choses. D'abord, à ce que pour l'entreprise elle-même, elle gagne un peu de sous, parce que quand il y a une grande marque, c'est plus cher que quand il n'y a pas de marque ou quand c'est une petite marque, si vous voulez. Et puis, à faire en sorte que les gens retrouvent ce repère mental dont on parlait, sachant que je suis persuadé que la parole qui raconte est toujours plus forte que la parole qui démontre. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de démontrer, eh bien, quand on raconte, c'est toujours beaucoup plus fort, puisqu'en fait, c'est ce qui reste. Vous regardez les hommes sur la Lune, les premiers hommes sur la Lune. En fait, le miracle, c'est les scientifiques qui l'ont fait. C'est d'envoyer la fusée et de la ramener, globalement. Mais ce qu'on retient, c'est les petits pas tout pâteaux d'Armstrong. Globalement, c'est le côté purement émotionnel et narratif, si vous voulez, de cela. C'est ce qu'a très bien compris Alain Resnais, que j'aime beaucoup, qui, à la fois dans Mon oncle d'Amérique, qui est mon film culte, mais qui également dans On connaît la chanson. Vous voyez, dans On connaît la chanson, les personnages, il leur arrive des choses dans leur vie, et automatiquement, il y a une chanson qui arrive, si vous voulez, il y a une espèce de référent du récit, si vous voulez, qui arrive et qui les aide et qui leur dit ce qui t'arrive, t'es pas tout seul, globalement. Dans Mon oncle d'Amérique, c'est exactement ça, où en particulier le personnage de Gabin, chaque fois qu'il lui arrive des situations compliquées, eh bien, il revoit, si vous voulez, pas Gabin, Depardieu, chaque fois qu'il a des situations compliquées, il revoit des bouts de films de Gabin, si vous voulez, qui, dans ce type de situation, comment est-ce qu'il s'est comporté, et essaye de se comporter également de cette façon. Donc, finalement, à qui appartiennent les marques et qu'est-ce que j'ai participé, qu'est-ce que j'ai aidé dans cette affaire?
juridiquement, une marque, elle appartient à son entreprise. Ça, on le sait, globalement. Mais, en fait, elle appartient surtout au consommateur. C'est le consommateur qui achète cette histoire et qui, achetant, si vous voulez, entre guillemets, cette histoire, si vous voulez, la fait vivre, etc. Quelquefois, les marketeurs ont prévu quelque chose et c'est le contraire qui s'est passé parce que le consommateur a acheté complètement quelque chose de nouveau. Quand Steve Jobs a proposé de créer l'iPhone, toutes les études des marketeurs ont dit ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. On ne va pas remplacer l'appareil photo. On a tous des appareils photo, c'est idiot. Pour les mails, on a un ordinateur, on n'a pas besoin de l'avoir sur son smartphone. Et puis, globalement, le téléphone, on a un téléphone. Si c'est pour faire un téléphone de plus, pas la peine de faire un truc comme ça. Mais, globalement, une marque, ça reste un repère mental sur un marché. Et c'est là où l'iPhone transcende les marchés, puisqu'en fait, aujourd'hui, alors, 1000 excuses pour les photographes, mais la plupart d'entre nous, on n'a plus d'appareil photo et on fait ça avec notre smartphone et on trouve nos photos très bonnes, ce qui n'est pas vrai. Mais bon, mais on les trouve comme ça. Oui, j'ai vu que j'avais terminé. Et donc, en fait, mon travail, ça a été d'essayer de trouver des histoires à raconter pour que les gens les écoutent mieux. Et j'ai de la chance, puisqu'en fait, ça correspond très très bien aux nouvelles générations, qui sont les générations du storytelling, des séries, et des personnages, des influenceurs, alors quelquefois virtuels, comme Sid Joy, 1440, qui est représenté par Muriel ici, ou quelquefois des influenceurs en chair et en os, mais globalement, qui nous embarque avec du storytelling. Là, c'est Hunger Games comme image où, globalement, c'est un personnage féminin, si vous voulez, qui va sauver le monde, comme sans doute Sid Joy va nous permettre de nous améliorer et de devenir meilleurs les uns et les autres. Voilà, chers amis, j'ai un peu dépassé, mais je ne sais pas être dans les délais. Je vous remercie et je vous écoute. Vous parliez à un moment de savoir quelle marque finalement serait présente dans un siècle, dans 100 ans potentiellement. Certaines seraient peut-être des châteaux de sable ou pas. Vous parliez notamment l'exemple de L'Oréal ou des vins de Provence qui pourraient continuer à coexister dans nos sociétés. Et vous faisiez la différence avec des sociétés comme Orange par exemple. Il y a vraiment une frontière entre d'un côté des sociétés de technologie de communication et des sociétés de produits physiques, on va dire, comme L'Oréal et les vins de Provence? Alors en fait, je pense qu'on aura toujours besoin de communiquer. Et donc, a priori, je dirais que ce qu'apporte Orange, sous une forme ou sous une autre, se continuera. Mais comme la communication est dans une logique extrêmement mondiale, je pense que d'ici un siècle, Orange s'appellera du nom d'une marque chinoise ou américaine qui sera beaucoup plus importante que cette marque qui vient de France, même si elle sort un peu des frontières, mais qui reste un peu locale. J'écoutais ce matin un analyste financier parler d'OVH. Vous voyez qui est OVH, c'est les gros ordinateurs à la française, globalement le cloud à la française. Et il disait, ça venait de se casser la figure là en bourse, ces temps-ci, ça monte, ça descend. Et il disait, a priori, je parierais pas. Alors lui, il disait pas un siècle, dans 3 ans, qu'OVH sera encore là, parce que c'est des marchés mondiaux et que face à Microsoft et face à Google, c'est pas sûr qu'ils perdurent. Merci à vous et bravo parce que c'était véritablement passionnant tout ce que vous nous avez fait vivre là. La question que je me pose au fond, la base de tout ça, la marque certes, mais avant tout ça, une étude permanente, profonde, approfondie du marché, tout par-delà. Alors, oui, absolument. Mais l'étude de marché ne vous amène pas à la différence ou à ce qu'on appelle la différenciation.
C'est-à-dire que je vais faire une étude de marché, comme on le fait en permanence sur tous les marchés, où on va s'apercevoir que, par exemple, en termes d'hôtel, les gens attendent une chambre qui fait 12-14 mètres carrés, une douche, un petit déjeuner comme ça. Et donc, si vous les écoutez, vous faites un produit standard, mais vous mettez aucune idée complémentaire dans la tête des gens. Et donc, si c'est un produit standard, tout le monde est obligé de le vendre à peu près au même prix. Et si vous voulez le vendre un peu plus cher, faut que vous ajoutiez, appelons ça, je dirais le mot est un peu galvaudé, il est trop, un supplément d'âme, ce qui est finalement la marque, l'histoire qu'elle raconte, et ce que j'ai essayé de construire finalement avec les entreprises depuis 25 ans ou depuis 30 ans, où j'ai apporté finalement ce côté un peu storytelling, ce côté, je dirais, un petit peu du récit complémentaire, qui fait que l'entreprise vend un peu plus cher et que le consommateur a l'impression d'être un peu plus qu'un consommateur lambda. Donc que ça le valorise quelque part. Alors vous allez me dire, c'est un peu idiot qu'il ait besoin d'être valorisé par la consommation, mais malheureusement, on en est là et ça, j'y peux rien. D'abord, on voit que tu es passé du rêve de la grande écriture à une réalité qui est celle de l'écriture quand même, puisque écrire des histoires, c'est quand même quelque chose, mais je pense que ce que tu as écrit ne sont pas les histoires que tu as racontées. Et donc là, il y a une petite légère différence. Mais ce qui est passionnant, c'est la façon simple dont tu as présenté un peu ce qu'est vraiment une marque dans l'esprit des gens, puisqu'on a tous vécu à des époques différentes, avec des choses qui nous ont marqués. Moi, c'est vieux, c'est Banania. Ouais. Bon, voilà, des choses comme ça, Philips, et qui sont liées d'une part à des histoires, à la façon dont elle était répartie dans notre univers, puisque ça a été aussi la naissance de l'affichage, avant la télévision, j'allais dire, et qui étaient des choses extrêmement publiques, visibles, grandes, et qui racontaient dans une seule image l'histoire que voulait raconter la marque. Je me rappelle par Aspro contre le mal de tête avec ses voitures qui défilent dans la tête, c'est des choses qui moi m'ont marqué et je pense ont marqué ma génération. Le problème n'est pas un truc individuel. Et donc tu as décortiqué ça sur le fait que en fait d'abord il y avait l'histoire. Ensuite il y a des aspects binaires, c'est-à-dire que des marques peuvent être sur le même marché, mais dans l'imaginaire du consommateur, elles ne représentent pas la même chose. Oui. La technique, la science, ça peut être le luxe, ça peut être la facilité, ça peut être le bon marché pratique. Et il y a vraiment chaque produit ou chaque marque vraiment se caractérise par l'image qu'elle nous renvoie de notre désir. On veut être simple, on va acheter une Renault, on veut frimer, on achète une Porsche. On peut mettre le même prix, Oui, une petite Porsche et une grosse Renault, ça se ressemble. Oui. Mais on ne frime pas de la même façon. Donc, ensuite, c'est que les marques qui durent, elles sont fondées sur quelque chose de solide. Ça ne peut pas être simplement complètement évanescent. Il y a des choses qui disparaissent, il y a des marques qui sont instantanées, qui peuvent avoir un grand succès pendant une période de temps de quelques semaines ou de quelques mois. Et ça aurait peut-être été intéressant de montrer justement cette évanescence. Alors peut-être que ton travail n'a jamais permis qu'une marque disparaisse aussi rapidement, mais il y a quand même eu quelques marques qui sont passées comme des météores, des météorites. Et je citais Caporal, c'est un peu Caporal. Ça. Il y a une très grande période de succès il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, elle existe, mais sans plus. Elle survit. Ouais. Mais là, c'est déjà assez long. Il y en a qui ont duré que quelques mois. J'ai peu des... Rarement. Quand une marque, elle se développe, c'est généralement sur une génération. Sur une quinzaine d'années. Et en fait aussi, les images, les marques portent donc ce qu'on a dit, une image, elles sont représentées. Et c'est l'intérêt aussi de la reconnaissance à travers les logos, les représentations. Alors il y a une marque qui est séculaire, c'est Lévi-Strauss, vraiment qui est toujours le même sigle, le même logo. Ça n'a pas changé et ça dure vraiment de façon importante. Et ensuite, ces distinctions entre
qui ne dépend pas que du marketing, mais qui dépend du marché, entre les châteaux de sable, et puis les éléments un peu intermédiaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et là ça rejoint un peu mes préoccupations, c'est que là, quand on parle de pharmacie, par exemple, ou de parapharmacie plus exactement, on ne parle pas de pharmacie, bien fine, c'est vraiment de la parapharmacie, on n'a pas besoin de preuves scientifiques. On peut se passer de la preuve scientifique et on peut asseoir une renommée, un sentiment d'efficacité par l'usage qui n'est pas démontré. Alors, soit il n'est pas démontré parce qu'il n'y a rien, soit simplement parce qu'il n'est pas démontrable. Il y a aussi des choses qui ne sont pas démontrables. Alors, je vais parler de moi quand même. Hein. Pas de raison, j'ai fait vendre ma marque. Non, mais quand j'étais petit, j'étais vétérinaire. Et dans tout ce qu'il y avait, dans des animaux très malades, il y avait ce qu'on appelait les petits soins. Les petits soins, c'était prendre le veau, le mettre au chaud, le frotter avec du vinaigre pendant 3 ou 4 fois par jour, etc., etc. S'en occuper. C'est pas démontrable, mais le sentiment par la pratique, c'est que ça fonctionne. Et je pense que, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir vis-à-vis de l'homéopathie, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir vis-à-vis de la biafine ou d'autres produits semblables, on a ce sentiment et l'usage a une valeur démonstrative qui n'est pas une preuve, mais qui marque les choses de façon importante. Et je pense que c'était très important de montrer que tout n'était pas aussi automatique. Donc, on a vu que, en fait, dans toutes ces histoires de marques et tout l'impact qu'elles peuvent avoir maintenant au niveau mondial ou même au niveau local, il y a un autre facteur qui est le facteur du rachat par une marque plus forte. Si on prend un exemple récent, il y a tous les centres commerciaux qui ont été rachetés par Westfield en France, et maintenant, ils ont voulu unifier l'ensemble, par exemple, et ça n'évoque rien. Je sais pas si ça va être un château comme, je crois que c'était le château de Chaumont que tu as montré en image. Oui. Hein, c'est bien Chaumont, j'ai reconnu. Oui. Donc, le château de Chaumont, aussi, ça va être des châteaux de sable moins beaux que celui que tu as présenté. Mais, voilà, donc il y a vraiment des choses qui ont une volonté, je dirais, très hégémonique, qui font que même les belles histoires de temps en temps peuvent achoper simplement sur le marché. Alors, merci de tout ce que tu nous as montré. Je sais en tout cas que tu es un grand baratineur. Merci. Et j'espère que maintenant tu vas pouvoir devenir un grand écrivain. Merci.